RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le vice-recteur. Oui, le vice-recteur est avec nous, Éric Rozière, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Nous allons revenir avec vous sur les résultats des examens de fin d'année, notamment du baccalauréat que vous avez présenté en fin de semaine dernière. Alors, on va regarder d'abord globalement, et puis on verra peut-être après filière par filière, mais le résultat général, c'est 77,8% de réussite avant les épreuves du deuxième groupe, c'est-à-dire le rattrapage qui a lieu aujourd'hui et demain. 11 points de plus que par rapport à l'édition précédente. Évidemment, tout le monde va vous dire, c'est normal, c'était l'année du Covid. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais déjà que tous les candidats qui ont obtenu leur diplôme le méritent et avaient légitimité pour avoir leur diplôme. Il y a effectivement des résultats qui sont en progression au niveau du premier groupe d'épreuves, c'est-à-dire au premier tour. Et en quelque sorte, principe des vases communicants, ils sont plus à l'avoir obtenu au premier groupe, mais ils sont moins nombreux à aller à l'oral de rattrapage. Et donc, il faudra regarder simplement les résultats finaux pour apprécier la situation globale. Pour ce baccalauréat 2021, il y avait pour nous trois enjeux. Le premier, c'est de garantir la valeur de ce diplôme. C'est un diplôme national, donc il fallait bien l'inscrire dans un cadre national et donc s'assurer que les candidats qui étaient déclarés admis, et je vous rappelle que c'est un jury présidé par l'université qui déclare nos candidats admis, eh bien, les candidats avaient bien le niveau requis tel qu'ils pouvaient en témoigner, en tout cas dans leur livret scolaire. Le deuxième enjeu pour nous, c'était d'assurer l'équité, notamment au travers de notations qui auraient pu être ou apparaître différentes d'un professeur à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Et nous avions, dès le début de l'année scolaire, étant donné que le baccalauréat était prévu pour reposer sur du contrôle continu, nous avions mis en place des procédures d'harmonisation qui veillaient à une certaine équité dans les degrés d'exigence et dans les critères d'évaluation. Voilà, tout cet ensemble fait que, à l'arrivée, nous avons dû délivrer des diplômes effectivement sur la base plus importante de contrôle continu, mais nos diplômes ont effectivement été délivrés avec un cahier des charges qui a été respecté par les candidats et ils sont donc légitimes et ceux qui étaient reçus, je les félicite. Alors, on rappelle que cette année, c'est le contrôle continu intégral, entre guillemets, qui a sanctionné le parcours scolaire des élèves de terminale en raison de la crise sanitaire. Il y avait prévu quand même plus de contrôle continu et un petit peu d'oral en fin d'année. Là, ça a été que du contrôle continu. Est-ce que finalement, c'est moins stressant aussi pour les élèves de savoir qu'ils vont être notés sur une année que sur 3 jours d'examen où tout peut arriver d'une certaine façon ? Alors vous avez raison. En fait, quand on regarde tous nos diplômes, BTS, les diplômes professionnels notamment, BTS, bac professionnel, CAP, brevet des collèges, ils intégraient tous une part de contrôle continu. C'est-à-dire ce juste équilibre entre évaluer les jeunes tout au long de leur formation et bien entendu conserver des épreuves qui garantissent en quelque sorte le principe de il faut être au rendez-vous au bon moment. Le baccalauréat général et technologique était le seul qui échappait à cette règle et la réforme qui a été mise en place depuis 2020, donc 2020 en première, 2021 en classe terminale, veillait à donner une part de contrôle continu dans l'appréciation du baccalauréat et donc trouver ce point d'équilibre entre évaluer tout au long de l'année et bien entendu sanctionner au sens de délivrer le diplôme aussi sur une part d'épreuve. Je crois que on trouve sans doute dans un rapport 40%, 60%, un point d'équilibre qui évite l'effet couperet, d'avoir le sentiment que tout se joue en 3 jours et qui évite le fait que tout se passe en contrôle continu. On espère que de ce point de vue, déjà l'année 2022 sera à peu près normale. Ça permettrait véritablement de jauger de cette réforme. Alors c'est l'année 2022 qui sera le rendez-vous pour nous, puisque l'année 2021 nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout du baccalauréat. En classe de première, on avait pu organiser les épreuves de français, ce qui n'avait pas d'ailleurs été le cas en métropole pour la même génération. Mais effectivement, à la fin de la classe terminale, on n'a pas pu, observer ce qui était la mise en place du grand oral, puisqu'il n'était pas possible de l'organiser. Et puis, bien entendu, cette réforme, effectivement, donnera sa pleine mesure l'année prochaine. Alors, quand on regarde dans le détail, parce qu'on a dit plus 11 points par rapport à l'année dernière, on s'aperçoit que le bac général progresse de 9 points, le bac pro de 16 points et le bac technologique de 4 points. Est-ce que quand même, dans ces chiffres-là, il y a des disparités ou des inquiétudes, selon vous, ou en tout cas des points de progression? Alors, il y a des éléments qu'il faut analyser
analysé, notamment sur le bac professionnel, la progression peut s'expliquer selon deux éléments. Le premier, c'est que il y a eu effectivement une évaluation des jeunes sur le contrôle continu et non pas sur des épreuves ponctuelles. Le bac professionnel, c'est à peu près 60-70% de contrôle en cours de formation et 30% sur épreuve. Et c'est vrai que les jeunes sont moins à l'aise, jeunes de la voie professionnelle sont moins à l'aise sur ces épreuves qu'ils passent au mois de décembre. Ce qui suppose pour nous de bien en prendre la mesure et donc d'assurer une plus forte préparation des jeunes à ces épreuves écrites. Le deuxième élément sur l'analyse des résultats de la voie professionnelle, ils sont souvent et toujours un peu inférieurs à la voie technologique et à la voie générale, mais un des facteurs d'échec, c'est l'absentéisme, c'est-à-dire des élèves qui, à un moment donné, sont absents à plusieurs moments de l'année, puisque le contrôle en cours de formation sont aussi des épreuves du baccalauréat, et qui donc sont déclarés éliminés parce que l'absence à une épreuve est éliminatoire. Alors ça fait des années qu'on parle de cette question de l'absentéisme, notamment dans ces filières. Ça progresse quand même? Vous avez l'impression qu'année après année, les choses évoluent, ou ça reste vraiment un problème qu'il faut régler? Ça reste un problème à régler. Ça reste un problème à régler pour maintenir dans la durée la capacité d'apprentissage des élèves. Donc là, c'est véritablement le sujet. Ça progresse légèrement parce qu'on met en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, d'aller soutenir les jeunes, d'aller trouver les ressorts pour les maintenir en scolarité, de trouver tous les éléments pour leur maintenir confiance en eux pour réussir. Mais il y a encore actuellement dans la voie professionnelle ce noyau dur en quelque sorte qu'on n'arrive pas complètement à faire exploser. Alors Eric Roser, sur les résultats de ce bac 2021, un mot peut-être sur les mentions, notamment les mentions bien et très bien. Est-ce qu'elles restent dans les mêmes proportions? Parce que c'est un indicateur intéressant aussi. Alors c'est un indicateur et effectivement la session 2021 délivre un pourcentage de mentions équivalent à ceux qu'on observait dans les sessions précédentes, c'est-à-dire 52% de mentions. Et même quand on observe les mentions bien ou très bien, on a des pourcentages aussi équivalents, c'est-à-dire 21%, soit à peu près un élève sur 5. Tout ça encore pour renforcer ce que je disais tout à l'heure. Nos examens 2021 sont légitimes et tous ceux qui les ont eus et qui ont eu une mention l'a mérité. On attendra encore les résultats liés aux oraux dits de rattrapage, enfin de deuxième groupe? Exactement. Donc les oraux de deuxième groupe ont eu lieu vendredi pour la voie professionnelle, ont lieu aujourd'hui pour la voie générale et technologique, et donc nous publierons les résultats définitifs et ce sont eux qui feront foi sur la comparaison à faire avec l'année 2020. Un mot de 2020, oui. Un mot, Eric Roser, sur le brevet des collèges. C'est cet examen qui sanctionne la fin de la troisième, on va dire, avant l'entrée en lycée. 87,2% de réussite. Là, on est à peu près sur les mêmes nombres que les années précédentes. C'est un chiffre qui est assez stable. On est resté sur des nombres équivalents et quand on regarde établissement par établissement, on était attentif aussi qu'il y ait une harmonisation, puisque là, la totalité du brevet était délivrée sur contrôle continu. Alors, il y a aussi et vous êtes intervenu la semaine dernière, les élèves qui partent à Sciences Po, pour vous, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des dispositifs spéciaux qui sont mis en Calédonie et vous êtes particulièrement fiers de ces élèves calédoniens qui réussissent en métropole. Alors effectivement, oui, quand on regarde les trois élèves, là, Maria, Lucas et Léane, sont des jeunes qui ont une personnalité, sont brillants d'intelligence, ils sont beaucoup d'engagement et je crois qu'ils montrent que le dispositif Convention éducation prioritaire Sciences Po est là pour dire à chaque élève, en quelque sorte, que Sciences Po, c'est aussi possible pour lui. Donc ce dispositif, qui est soutenu financièrement à la fois par la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces, a trois éléments qui le structurent. Le premier, c'est d'aller, et c'est les professeurs qui le font, d'aller encourager les jeunes et leur dire ces parcours d'excellence, c'est aussi pour vous. Le deuxième élément, c'est effectivement de les accompagner à l'aide d'ateliers qui visent à un élargissement de leur centre d'intérêt culturel, de s'intéresser aux questions de société, aux questions d'actualité. Et le troisième temps, c'est bien entendu au dernier moment, ce qu'on a fait la semaine dernière, de les préparer à cette épreuve orale. Et quand on regarde des parcours comme celui de Maria, on s'aperçoit qu'effectivement, sans ces dispositifs, sans doute n'aurait-elle pas
pensait que l'excellence était aussi pour elle. Alors que elle est engagée, elle faisait partie du conseil de la vie lycéenne, elle était au congrès des jeunes. On voit qu'elle avait déjà une démarche de prise de responsabilité tournée en quelque sorte vers l'avenir, vers son avenir. Donc cette convention est véritablement là pour dire, c'est une convention de rééquilibrage, que des jeunes, quel que soit leur milieu, peuvent accéder à ces parcours d'excellence. Alors on parle de Sciences Po, mais je crois qu'il faut aussi parler de nos classes préparatoires, celle du lycée Jules Garnier, où l'année dernière on avait des jeunes qui ont réussi les plus grandes écoles, dont l'un a été admis à Polytechnique. Il y a aussi les classes préparatoires de la voie économique, et je dirais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle des classes préparatoires ATS, c'est-à-dire celles qui, après un BTS, permettent à des jeunes, éventuellement également, de se projeter vers un parcours ingénieur. Et donc, pourquoi je parle des BTS? Parce que les BTS, c'est le diplôme de Bac+2 que passent nos élèves de la voie professionnelle. Tout ça pour dire qu'avec un parcours, quel qu'il soit, que l'on ait fait un bac professionnel, un bac technologique ou un bac général, il y a des parcours d'excellence qui s'offrent à tous. Est-ce que après vous suivez les élèves qui suivent ces parcours d'excellence? Est-ce que vous avez des retours finalement sur leur cursus post-bac? Alors on a des retours. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un élève du lycée des Îles, Samuel, c'était 2 élèves du lycée de Point-d'Imier et une élève du lycée d'Ikokewe qui avait réussi, qui était parti à Sciences Po. Donc ils ont fait, comme le feront d'ailleurs les 3 admis de cette année, ils ont fait un temps de propédeutique, c'est-à-dire comme il y a un décalage entre l'année scolaire métropolitaine et l'année scolaire de Nouvelle-Calédonie, eh bien Sciences Po, c'est bien Sciences Po qui l'organise, elle organise un temps pendant lequel, à partir du mois de janvier, le 14 janvier pour ceux 2022 pour ceux de cette année, pendant lequel ils sont familiarisés et préparés à leur rentrée à Sciences Po. Donc nos 4 de l'année dernière, effectivement, continuent leur parcours à Sciences Po. Ah, monsieur le vice-recteur, pour les élèves, l'année est terminée, pas tout à fait pour vous, parce que d'abord il y a encore des résultats, puis il y a un peu de travail jusqu'à Noël. 2021 a été une année particulièrement difficile, annus horribilis, on pourrait presque dire, avec 2 périodes de confinement et une réforme du bac bouleversée. Ça a été une année vraiment compliquée. Hein. Alors ça a été une année véritablement compliquée, effectivement, puisqu'il s'est agi pour nous, avec le travail important qu'a fourni Isabelle Chamorro, il s'est agi pour nous effectivement de permettre les conditions de scolarité optimales dans une période où il s'agissait d'assurer la sécurité sanitaire. Et donc il fallait prendre les bonnes décisions au bon moment, et notamment quand il s'est agi le 12 octobre de rouvrir nos établissements scolaire du second degré, eh bien tout cela s'est fait avec un temps de préparation, un temps important, un travail important avec la membre du gouvernement pour donner tout le cadre de protocole sanitaire et dire que cette fin d'année devait être une fin d'année réservée à la qualité des apprentissages. Alors bien sûr, il y a eu une mise en confiance des familles qui a été progressive, puisque tout au début du retour, on avait 47% des élèves qui se sont présentés par rapport à ceux attendus. On a tout de même eu une progression assez rapide, et je dirais que la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire les 7 à 8 semaines, se sont bien déroulées, ce qui montre que les bonnes décisions ont été prises au bon moment. La rentrée 2022 est prête ? La rentrée 2022 est prête au plan technique, c'est-à-dire que comme toutes les rentrées, elle se prépare bien en amont. Et là, il y a une phase d'ajustement qui est en cours. Les emplois du temps seront faits dans cette semaine et puis un tout petit peu avant la rentrée. Elle est prête au plan technique. On se prépare à tous les scénarios sanitaires, c'est-à-dire que nos établissements ont un cadre clair et auront un cadre clair en fonction de l'évolution sanitaire. Donc voilà, nous sommes prêts et nous ajusterons au fur et à mesure. Mais je crois que c'est le lot qui nous attend pour quelques mois, voire quelques années, d'être toujours attentifs à cet équilibre à trouver entre les conditions sanitaires qui assurent la sécurité des populations et les organisations scolaires qui visent à être les mieux à même d'assurer la qualité de l'enseignement. Voilà une rentrée scolaire 2022 qui aura lieu le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le vice-recteur. Merci à vous.